C'est également le point de vue du célèbre astronome et spécialiste des ovnis, le docteur Jacques Vallée, un Français parti vivre aux États-Unis qui a collaboré avec le célèbre professeur Hynek du projet Blue Book. Il défend lui aussi un nouveau regard sur la physique. Désormais, pour les exigences de la nouvelle physique de 2061, nous devons d'abord reconnaître que l'univers est un sous-système d'une méta-réalité d'une structure d'information. Tout est une structure d'information et c'est simultané. Nous devrions reconnaître les dimensions comme un artefact culturel. Nous créons les dimensions car nous avons de petites bibliothèques, des coordonnées X, Y et Z, mais nous n'avons pas besoin d'elles en physique. Donc nous devrions faire comme nous le sentons avec le concept de dimension dans la physique du futur. Le présent est plus que déterminé, comme le dit Philippe Guillemant. Il est déterminé depuis le passé et depuis le futur. Finalement, la conscience génère l'impression d'espace et de temps. C'est la conscience traversant ce flux d'informations et créant l'illusion de l'espace et du temps. Jacques Vallée a également travaillé avec le docteur John B. Alexander, ancien colonel de l'armée américaine qui était impliqué dans divers programmes de recherche militaire sur le paranormal. Avec Vallée, ils ont été tous deux embauchés par le milliardaire Robert Bigelow dans les années 90, lorsque celui-ci a fondé le National Institute for Discovery Science pour étudier les ovnis et les expériences de mort imminente. Selon moi, il y a une interrelation entre tout et entre bien des phénomènes. Et un des problèmes quand on étudie les ovnis, c'est qu'on a tendance à isoler les paramètres prématurément. Comme vous le savez, je me suis intéressé aux expériences de mort imminente. J'ai fait un doctorat sous la direction du docteur Elizabeth Kubler-Ross. J'ai été impliqué dans la visualisation à distance, dans la psychokinèse, la marche sur le feu, la cryptozoologie, peu importe le domaine. J'ai travaillé avec beaucoup de chamans dans le monde. Selon moi, ces choses sont interreliées et la conscience humaine en fait partie. Oui, on rentre dans la spiritualité. Et quand on mélange science et spiritualité, ça rend les gens très nerveux. Il y a dans ce phénomène une interaction entre la physicalité et la conscience qui est absolument fondamentale. Concernant les ovnis, il est commun de dire que ces technologies ont des milliers d'années d'avance sur les nôtres. Mais ce qu'on l'on réalise, c'est que ce n'est pas vrai. On observe que c'est en avance sur nous, mais pas au-delà de votre capacité de la croire et de la comprendre. On croit que ce sont des choses qu'on aura dans 1000 ans, et elles sont là au bout de 50 ans. Et c'est systématique dans les observations liées aux ovnis. Je vous donne un exemple précis d'un cas rapporté par Jacques Vallée au début des années 1900 dans l'État de Washington. Un homme est au volant de sa voiture. Un ovni apparaît devant lui et il le décrit plus tard et il dit « C'était de forme heptagonale et je pouvais voir chaque rivet. » À cette époque, c'était très avancé. Mais une cinquantaine d'années plus tard, on n'utiliserait jamais de rivet pour voyager dans l'espace. En fait, on a affaire à des engins qui sont capables de rentrer dans notre espace-temps en provenant de l'extérieur, en provenant, on va dire, des autres dimensions. Aujourd'hui, si le principe des univers multiples reste une théorie, elle fait partie des hypothèses pour expliquer la provenance des phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est d'ailleurs l'un des points de recherche du programme ATIP. Ma conviction personnelle, c'est, vous savez, ce sont des théories hermétistes et ésotériques, mais elles remontent à l'origine du monde. Hein. On les retrouve dans les civilisations anciennes, on les retrouve partout, et pas seulement pas en Europe, ou en Égypte ou ailleurs, mais partout on retrouve la même chose. C'est-à-dire que les gens vous disent il y a plusieurs mondes en définitive qui sont parallèles et qui sont juste là à côté l'un de l'autre. Il n'y a pas que le monde, notre monde à nous, le monde que nous percevons nous n'est pas le seul monde. Il y a plusieurs mondes qui s'interpénètrent. Après tout, c'est aussi la possibilité d'être quelque chose qui sort d'un autre monde et qui interpénètre le nôtre à un moment donné et pour un moment très court.
Ça, c'est parfaitement possible. Si cette réalité existe, pourrons-nous l'appréhender concrètement? Entrer en contact avec une éventuelle intelligence venue d'ailleurs? Michael Vaillant a travaillé sur les différentes vagues d'observation des ovnis dans le passé. Ces vagues d'observation n'ont pas été très nombreuses dans l'histoire récente de l'homme, hein. Elles ont commencé après la guerre. Elles ont eu lieu sur de grandes régions du globe, à l'échelle des États-Unis par exemple, ou de l'Europe. Pendant quelques jours, semaines, des centaines d'observateurs ont pu rapporter des observations de phénomènes inexpliqués, alors que d'ordinaire, on va avoir, par exemple à l'échelle de la France, un phénomène tous les 2 jours. Alors c'est déjà beaucoup, mais dans ces cas-là, c'est sans commune mesure. Jacques Vallée et d'autres scientifiques ont proposé ce qu'ils appellent une théorie du contrôle, c'est-à-dire que ce serait peut-être des intelligences extérieures qui seraient à l'origine de ces phénomènes, qui contrôleraient l'organisation de ces vagues. Et il y avait derrière cette idée de théorie du contrôle, l'idée d'une théorie de l'apprentissage. Peut-être que le phénomène apprend à l'homme sa présence. C'était un peu l'idée. Il y a des méthodes qu'on appelle méthodes d'apprentissage espacées dans le temps, qui vous permettent de réaliser un apprentissage, effectivement, à l'échelle d'un individu, pas d'une société, et qui vont vous permettre d'économiser l'énergie et le temps que vous allez passer pour apprendre une notion. C'est-à-dire, je suis très feignant, je veux apprendre une liste de mots, eh ben, je veux économiser mon énergie, plutôt que de répéter bêtement cette liste de mots de façon séquentielle tous les jours, je vais petit à petit espacer le temps entre mes apprentissages. Et ça suit, à ce moment-là, une loi de puissance, qui est une loi qu'on mesure à l'échelle de l'homme, qui en général est une loi en puissance de 2. C'est-à-dire le temps qui va augmenter de façon à doubler à chaque fois qu'on va vouloir refaire un apprentissage. 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et on observe ce schéma, dans certaines de ces vagues d'observation, c'est-à-dire que certaines de ces vagues d'observation sont très précisément reliées par une loi en puissance de 2,04, même précisément. Et cette précision est si importante qu'on peut se poser la question de est-ce que on peut donner une date sur la prochaine des vagues. Voilà. Et la prochaine, en l'occurrence, puisqu'on attend, il se passe plus grand-chose aujourd'hui, nous mènerait en octobre 2035. Alors, c'est pas tout de suite, mais c'est pas non plus dans très longtemps. On est là sur un domaine très très compliqué, qui est rejeté bien sûr, par les gens, les apôtres du progrès, je dirais mathématique et cartésien. Mais est-ce qu'on n'aura pas des surprises dans le futur? Ça, c'est autre chose. Si les autorités américaines ont encore des choses à révéler, qu'elles le fassent, parce que je pense que les gens sont peut-être prêts à recevoir cette information. Je pense sans aucune hésitation que les recherches scientifiques sur ces objets volants non identifiés sont vraiment bonnes pour l'humanité. Pas seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Je pense que s'il n'en tenait qu'à moi, ce que je ferais avec les autres pays travaillant là-dessus, eh bien, c'est de se rencontrer et de partager les informations. Que les États-Unis partagent avec la France, la Chine, la Russie, nous devons le faire parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On doit travailler ensemble et rendre ces informations publiques et les partager. C'est important, pas seulement pour notre pays, mais pour toute la civilisation humaine. Dans l'année à venir, nous aurons une conversation fondamentalement différente de celle que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'il y aura une plus grande adhésion du public pour tout ce qui a été divulgué récemment, et cela nous aidera à mieux comprendre ce que nous voyons. Il faut dire que ça apporterait des bouleversements au niveau de nos sociétés très importants. Ça remettrait en cause un certain nombre de choses sur le plan philosophique, sur le plan religieux, sur le plan même de la science. Peut-être qu'en 2035, les connaissances de l'homme sur le sujet étant stabilisées, on pourrait peut-être avoir un contact. Un contact, sachant qu'une idée
qui a été avancé, derrière ces vagues aussi, et derrière cet apprentissage, ce serait d'éviter ce qu'on appelle un ethnocide culturel, c'est-à-dire d'éviter que l'homme soit totalement pris au dépourvu et choqué par la découverte d'intelligence ou de phénomènes de nature extraterrestre. Je pense qu'à l'échelle de 10 ans, on aura, même très certainement avant, découvert la vie dans le système solaire, pas intelligente, mais au moins la vie. Et ça permet, ne serait-ce que ça, de poser les briques, en tout cas les fondations d'un édifice intellectuel qui permet de s'interroger plus loin. En tout cas pour le scientifique, qui permet d'oser penser qu'il y a peut-être, au-delà de la vie, une vie intelligente. Et donc ça fait progresser aussi les mentalités. Ces sujets vont devenir de plus en plus mainstream, c'est ça que ça veut dire. Il y a plus de planètes comme la Terre qui sont habitables dans le volume observable de l'univers qu'il y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Pour moi, il semble très raisonnable de chercher d'autres civilisations, pas forcément ici sur Terre, pas forcément dans le système solaire, mais bien plus loin que cela, et en faire un sujet central pour nos futures recherches. Parce que les conséquences au fait de trouver des preuves de la vie là-haut seraient phénoménales. Ça changerait la conception que nous avons de notre place dans l'univers. Ça nous apprendrait des choses sur des technologies avancées que nous n'avons jamais rêvé de développer. Cela peut aussi nous apporter une leçon sur comment se comporter en tant que civilisation. On se sentirait comme une équipe qui apprend d'une autre équipe qui a traversé un processus similaire à nous dans le passé. A dot is all. A dot is all, it is us, both in the past and in the future. A dot is nothing, it is you. Unseizable, a mere step. Bodies and electrons racing. A dot is a mere moment, a crossroads. Hypothetical journeys. Never to cease, to leave, to return, to hope and to rise. To start over. So soon, to doubt, however, invisible or immense, which however move the clock of our thoughts. On se trouve devant un phénomène qui contrôle la réalité du témoin. Donc le problème, c'est que le témoin nous raconte un truc auquel on ne peut pas croire parce qu'il est partie du phénomène à ce moment-là. C'est-à-dire le témoin vraiment rapproché. On se trouve un petit peu, si vous voulez, l'analogie qui me plaît beaucoup, c'est le cinéma. Si vous interrogez, vous voyez 100 personnes qui sortent d'un cinéma, vous leur demandez ce qu'ils ont vu Godzilla. Bon, ils sont tous d'accord sur l'existence de Godzilla. En fait, le Godzilla en question, c'était juste une projection sur un écran. La vraie technologie, elle était derrière eux, c'était le projecteur. Moi, je veux rencontrer le projectionniste.